Allô, allô, bonjour, bonjour. Allô, allô, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Allô, allô, ça va? Bonjour. Bonjour Thibaut. Salut Louise. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Pourquoi t'es là? Parce que tu m'as invité. Ah, parce que je suis un gars, moi je suis un gars poli, qu'on m'invite, je viens. Pourquoi tu m'as invité? Bah, parce que tu as fait une vidéo sur mon dernier livre. Et je crois que tu avais envie qu'on en parle. Alors je suis là pour qu'on en parle, tout simplement. Ok. Eh ben oui, parler de ton dernier livre et puis du précédent et également de ton numéro dans Society Mhm. que j'ai lu aussi. Est-ce qu'on a Ouais. fait le tour si je cite ces trois? Ouais, ouais, ouais. J'ai des activités aussi. J'écris encore des articles pour le magazine Elle, qui est un magazine aussi pour lequel j'ai des responsabilités de rédacteur en chef adjoint. Mais j'écris aussi parfois sur des affaires criminelles non résolues, qui est un petit peu mon... C'est mon dada. J'aime pas trop les affaires criminelles résolues, j'aime bien quand elles sont encore ouvertes. Ok, alors comment tu en es arrivé là? Parce que là, tu as donné plein d'infos à la fois. Je suis un peu perdue alors que je connais un petit peu ton parcours, donc j'ose même pas imaginer dans le cas d'un auditeur. On peut commencer par ce qui, toi, te semble être une petite clé pour approcher justement ces activités-là. Ouais. Ben moi, d'abord, je suis journaliste. Mon métier, c'est journaliste. J'ai commencé ma carrière il y a une quinzaine d'années. J'ai travaillé pour l'essentiel au Parisien Tu as pendant quel âge? presque 10 ans. J'ai 42 ans. Ok, peut-être tu as Attends. eu besoin de réfléchir? Ouais, j'ai besoin de C'est inquiétant, réfléchir. Attends, je suis né en 82, donc je vais... Ouais, c'est ça, j'ai 42 ans. je confirme. Ça. Euh, et donc, j'ai travaillé presque 10 ans au Parisien, à la rubrique Faits divers pour l'essentiel. J'ai travaillé sur des grandes affaires criminelles. J'ai beaucoup travaillé sur le terrorisme islamiste aussi les dernières années. Et depuis 2017, donc depuis 8 ans, je suis journaliste indépendant. Donc j'ai quitté la rédaction du Parisien et je me suis mis à mon compte. Et j'ai depuis deux types d'activités. Une activité de journaliste pigiste, donc je vends des articles à l'unité, à des magazines. Donc d'abord beaucoup pour Society, là plus récemment pour le magazine Elle, essentiellement sur des affaires criminelles, mais pas que, parfois sur des sujets de société aussi, même sur des sujets scientifiques, ça m'est arrivé. Et la deuxième partie de mes activités, c'est l'écriture de livres. À l'intérieur de cette activité-là, il y a deux sous-catégories. Les livres que j'écris pour les autres, donc j'ai une activité Ok. prête-plume, pour différentes maisons d'édition, essentiellement sur des témoignages. Alors, parfois, je suis crédité comme co-auteur ou comme collaborateur éditorial. Parfois, mon nom n'apparaît nulle part. J'ai fait des livres pour des avocats. J'ai fait des livres pour des personnalités du monde des médias. Parfois pour des personnes qui ont vécu des affaires judiciaires ou des traumatismes et qui ont fait des livres de témoignages. Et donc ça, c'est une de mes activités éditoriales. Et l'autre, ce sont les livres que j'écris pour moi, En ton nom. en mon nom, avec mon nom sur la couverture. Et donc là, il y a trois livres. Un qui était donc l'enquête de Society que tu as évoqué un peu plus tôt. Mhm. Donc en fait, c'est une enquête que j'ai coécrite avec trois autres journalistes. On est en quelle année là? On est en 2020. D'accord. Donc je suis journaliste indépendant depuis déjà 3 ans. Et donc j'ai On est coécrit... en 2025. Ouais. Donc 2020-2025, le compte n'est pas bon. Si, parce qu'en fait, j'ai fait en 2020, cet article sur deux numéros est paru dans Society l'été. Oui, c'était l'été, ça je m'en souviens bien. Voilà. Mm. Et ça a été un grand succès. Et c'est devenu ensuite un livre. D'abord édité en grand format chez Hachette et Mhm. ensuite chez Point en poche. Et donc ça, c'était... le poche est paru en 2022, je crois. Après ça, j'ai écrit un autre livre. Donc là, tu es passé indépendant Ouais. au moment où c'est devenu un bouquin. Non, j'étais déjà indépendant. J'ai quitté le Parisien en 2017. Je suis devenu indépendant à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à écrire des articles pour Society, dont cet article-là, qui est Ok. devenu ensuite un livre. Mais le livre, c'était exactement l'article tel qu'on l'avait écrit, mais simplement sous la forme d'un livre. Ok. En fait, c'est un article qui était paru sur deux numéros différents. Et c'est un article un peu exceptionnel par sa longueur parce qu'il faisait plus de 70 pages. Et on l'avait accepté tel quel. Oui, il avait été accepté tel quel. C'était même un peu prévu, si tu veux, dans le sens où
il y avait une volonté du magazine Society de faire un grand récit sur cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès, parce qu'on ne l'a toujours pas dit, mais c'est un article consacré à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Il va falloir regarder l'interview à l'envers. Exactement. Et donc, c'était un article qui avait vocation à être un grand récit, qui fasse le tour de l'affaire, avec un angle un peu original qui était, non pas de traiter cette affaire par le prisme du tueur, de ce père de famille en cavale, Xavier de Ligonnès, mais par le regard de ses deux meilleurs amis, qui sont deux personnages très importants de cette enquête criminelle. Stabenrat? Non, pas Stabenrat. J'ai lu un bouquin, je crois que c'est de lui, hein. Il a écrit un bouquin. Non, il a écrit un livre aussi, oui, il a écrit un livre sur son enfance, sur son adolescence avec Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais. Ils ont grandi ensemble à Versailles dans les années 80, et il a écrit un livre qui s'appelle L'ami impossible. J'avais bien aimé. Ouais, où il raconte son enfance, son adolescence à Versailles, avec Xavier Dupont de Ligonnès. Et après, il échafaude un certain nombre de théories sur ce qu'il a pu devenir. C'est vraiment un travail qui était un travail littéraire. Nous, c'est une enquête journalistique, mais avec, et c'est un peu la spécificité de ce que je fais, avec les outils du romancier. C'est-à-dire que j'écris des articles avec un peu cette étiquette de ce qu'on appelle la narrative non-fiction. Et donc, c'est une façon de faire du journalisme avec les outils du romancier. Évidemment, l'exemple le plus célèbre est celui qui a un peu inventé ça. Alors, L'Adversaire est un exemple, évidemment, de cette façon de raconter des histoires vraies. Et avant ça, il y a 200 froid de Truman Capote, qui est le premier, peut-être, à avoir traité un fait divers, puisque c'est une affaire criminelle que traite Truman Capote, et de l'avoir rendu véritablement avec les outils du romancier, c'est-à-dire avec une vraie trame narrative, en traitant les témoins de cette affaire comme des personnages. On est en quelle année? Donc on est en 66. Parce que tu vois, moi ça me fait penser aussi au Dahlia Noir. Ouais, mais alors j'ai découvert par le roman. Oui, mais le Dahlia Noir, c'est un roman, c'est-à-dire que Ellroy, il met de la fiction dans cette histoire. Il part d'un fait divers réel. Oui, d'accord. Mais il le fictionne. La différence, c'est que Truman Capote, dans 200 froid, il raconte une histoire vraie. Il rencontre les protagonistes, c'est-à-dire les enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire criminelle. Donc c'est une famille qui a été retrouvée assassinée dans le Kansas. Et il la raconte aussi à travers le regard des meurtriers, parce qu'il a réussi, comme d'ailleurs Emmanuel Carrère dans L'Adversaire, à entrer en contact avec les deux meurtriers. Et donc, au lieu de rendre ce fait divers, comme le ferait n'importe quel journaliste, de manière un peu froide, désincarnée, en racontant les faits de manière chronologique, Truman Capote va raconter ce fait divers-là à travers le regard des protagonistes de cette enquête, du côté flic et du côté des assassins. Et donc, on va sortir finalement du journalisme objectif, désincarné, pour entrer dans la littérature avec ce souci d'incarner cette histoire par des personnages et de dérouler cette histoire, non plus de manière chronologique, mais avec un souci de l'intrigue, de rebondissement, de tout ce qui fait qu'on aime les romans, quoi. Les outils du romancier. De base, tu aurais préféré être écrivain d'office, en fait. Tu es devenu journaliste parce que tu n'osais pas être écrivain ou... Ouais, c'est pas mal comme analyse. je revendique. Merci d'avoir mis le doigt sur quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. Tu peux carrément t'allonger, hein, si tu veux. Ouais, c'est très... On est bien sur ce sofa. Il y a probablement quelque chose comme ça, ouais. En tout cas, la raison pour laquelle j'ai quitté Le Parisien en 2017, c'était parce que j'avais le fantasme... Enfin, j'en avais marre de faire de l'actu. Et je voulais raconter des histoires, quoi. Et le problème, c'est que le journalisme, ce sont des histoires, mais des histoires racontées sur deux feuillets et demi. Une actu en chasse l'autre. Je me demande même si ça t'éloigne pas plus, d'écrire des articles, t'éloignerait même pas plus de l'écriture, en mesure que tu as l'impression de t'en rapprocher, quoi. Peut-être. En tout cas, moi, j'avais le sentiment d'avoir une matière première dans le fait divers qui était extrêmement riche, et de la sous-exploiter dans un certain sens. Parce que je travaillais sur une affaire, le lendemain je travaillais sur une autre, j'avais très peu de place. Tu as des exemples? Ouais, il y a l'exemple qui m'a presque fait partir, je pense, même du Parisien, c'est ce crash aérien
qu'on a appelé le crash de la Germanwings. Donc Le suicide. Voilà, le suicide d'Andreas Lubitz, qui est donc ce copilote de la Germanwings, donc qui est la compagnie low cost de la Lufthansa, qui est en dépression et qui, lors d'un vol entre Barcelone et Düsseldorf, va crasher l'avion qu'il est en train de piloter avec 200 passagers derrière pour en fait se suicider. Mais il ne se suicide pas seul, il se suicide avec 200 passagers qui n'ont rien demandé évidemment. Je me demande si l'épisode de Breaking Bad est avant ou après. Alors j'ai pas vu, il y a un épisode Breaking Bad qui est sur ce thème-là. J'ai rien dit. Okay, enfin, on a le droit en même temps Attention, de spoiler Breaking Bad, ça fait hyper longtemps que c'est sorti. C'est vrai qu'on commence à pouvoir. C'est un peu comme, tu vois, Star Wars. T'as le droit quand même de dire qui est le père de qui. Les gamins me l'ont dit au lycée, ils étaient dégoûtés parce que je leur avais, selon eux, spoilé la fin de Phèdre. Non mais les gars, c'est un mythe. Là, normalement, c'est quand même hyper inquiétant si vous connaissez pas la fin avant de lire le bouquin. Ce qui compte, c'est pas, il n'y a pas un dénouement. C'est une anecdote de prof de français, ça. On voit d'où tu viens. Je peux pas m'en empêcher. Ouais. Mais je récupère, je travaille sur ce dossier pour en revenir à Germanwings. Et il se trouve que je récupère le dossier judiciaire. Donc, ce sont des milliers et des milliers de pages collectées par les enquêteurs où on apprend notamment où il y a tous les journaux intimes d'Andreas Lubitz. Donc, en fait, les enquêteurs, grâce à ces écrits-là, ont pu reconstituer sa dépression, puisque c'est une dépression qui a abouti à son suicide, presque jour par jour, presque heure par heure, avec des échanges avec son psy, avec comment il se rend compte qu'il a des problèmes aux yeux, parce que tout ça commence par des problèmes aux yeux. Chronique d'un désastre annoncé, ça a été rendu public. Alors, ça a été rendu public par moi, partiellement. Ok. Mais justement, et c'est là où je réponds à ta question, je me retrouve avec cette matière première excessivement riche, avec par exemple le contenu des boîtes noires du cockpit. Donc ces boîtes noires, c'est un rapport qui fait 180 pages, où les gendarmes du transport aérien, qui étaient en charge en France d'une partie de l'enquête, ont reconstitué donc seconde après seconde ce qui s'est dit dans le cockpit pendant les 30 dernières minutes du vol. Et ça, c'est accessible à tous? Non, c'est accessible aux journalistes qui travaillent sur cette matière-là. Oui. C'est quelque chose qui normalement n'est pas accessible. Mais tout l'art du journaliste de faits divers, c'est d'avoir accès à des informations qu'il n'est pas censé avoir. Et donc je récupère ça par mes sources et je me retrouve à devoir... Donc tu vois, on pourrait en écrire un livre en fait, mais sans problème. Quand je te dis que je récupère le dossier judiciaire, ça veut dire que je récupère, je ne peux pas dire vraiment à la page près, mais je pense qu'il devait y avoir 20 000 pages à peu près de dossier. Et dans le journal, dans le Parisien, je vais restituer ces 20 000 pages sous la forme de 3 articles qui faisaient 2 pages. C'est plus l'esprit de synthèse à ce stade, c'est vraiment le lâcher prise, quoi. Tu prends la soupe scientifique moelle. Mais c'est plus que la scientifique moelle, si tu veux, c'est vraiment c'est l'écume des choses, quoi. Et donc j'ai raconté, j'ai donné des infos, mais j'ai pas raconté l'histoire. Et moi, quand je quitte le Parisien, j'en ai marre de faire de l'info, je veux faire de l'histoire. Je veux raconter, je vais travailler sur moins d'affaires, mais je veux prendre le temps de les raconter et pas simplement de rendre compte. Et donc c'est ça qui fait que je pars et c'est ce qui va m'amener vers le livre.